La radioactivité, tout le monde connaît. Découverte en 1896 par Henri Becquerel, suivie très vite par Marie Curie, on la trouve dans la nature et dans notre quotidien. Mais au fait, comment ça marche? Réponse avec Étienne Klein, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Alors en fait, la radioactivité, c'est le processus ou l'ensemble des processus par lesquels des noyaux d'atomes qui ont accumulé trop d'énergie au moment de leur formation sont condamnés, un jour ou l'autre, à émettre l'excédent d'énergie qu'ils contiennent en émettant une particule vers l'extérieur. Il existe trois formes principales de radioactivité: la radioactivité alpha, la bêta et la gamma. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bêta parce que, en voyant comment les physiciens ont interprété ce processus, en voyant comment ils ont changé leurs idées à son propos, eh bien, on apprend beaucoup de physique. Alors, la radioactivité bêta, c'est donc le processus par lequel certains noyaux, disons A, se transforment en d'autres noyaux, disons B, en émettant un électron. Alors par exemple, dans notre corps, dans les os que nous avons, il y a du potassium 40, et ce potassium 40 est condamné, de par sa structure même, à se transformer en calcium 40 en émettant un électron. Alors quand on voit un électron sortir d'un noyau, on se dit évidemment qu'il existe des électrons dans le noyau. Et c'est ce que pensaient les physiciens dans les années 20. Ils pensaient que les noyaux d'atomes étaient faits de protons qui sont chargés positivement, mais aussi de ce qu'ils appelaient des protons neutres, qu'ils pensaient être des agglomérats entre des protons chargés positivement et des électrons négatifs, de sorte que l'ensemble faisait un constituant qui était de charge électrique nulle. Et donc, voyant des électrons sortir des noyaux, eh bien, il se disait, si un électron sort des noyaux, c'est qu'il y a des électrons dans les noyaux, un peu comme lorsque nous disons, lorsque nous appuyons sur un tube de dentifrice et que nous voyons sortir de la pâte, nous pensons que la pâte était déjà contenue dans le tube avant qu'on la fasse sortir du tube. Sauf que la radioactivité est un peu plus complexe qu'un banal tube de dentifrice. En poursuivant leurs recherches, les scientifiques mettent en effet la main sur une nouvelle particule, le neutron. Dans les années 30, on découvre le neutron, et on découvre dans le même temps que le neutron est une particule aussi élémentaire que le proton. Et que la radioactivité bêta, c'est simplement le processus par lequel un neutron devient un proton et un électron. Ce qui permet de penser que l'électron ne préexiste pas à son émission, contrairement à ce qu'on avait cru, de sorte que c'est la désintégration, la cassure, on pourrait dire, du neutron en un proton et un électron qui crée une nouvelle particule qui n'était pas contenue dans le noyau. Donc la radioactivité bêta, c'est un processus par lequel un noyau d'atomes est capable d'émettre une particule qu'il ne contient pas et qui en l'occurrence est l'électron. Le mystère de l'apparition de cet électron se trouve donc résolu, mais une contradiction demeure. En théorie, l'énergie de l'électron devrait être toujours la même puisqu'elle dépend des masses respectives du neutron et du proton qui, elles, sont fixes. Problème, l'observation montre que l'énergie contenue par l'électron est extrêmement variable. En explorant cette contradiction, les scientifiques découvrent encore une nouvelle particule, le neutrino. Il y a un jeune physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, qui croit à la conservation de l'énergie, qui pense que c'est une loi physique absolument solide, et qui essaie de résoudre ce paradoxe en disant que lorsque le neutron se transforme en proton avec émission d'un électron, il y a également émission d'une autre particule, qu'on va appeler X ici, particule inconnue. Et cette hypothèse que Pauli formule dans une lettre le 7 décembre 1930 n'est pas prise au sérieux par les physiciens. Jusqu'en 1933, date à laquelle Wolfgang Pauli, qui est autrichien, rencontre un Italien, Enrico Fermi, à Rome, lors d'un congrès de physique nucléaire. Fermi prend au sérieux l'hypothèse de Pauli, baptise la particule, alors avec un nom italien, il la baptise le neutrino, noté nu, neutrino voulant dire en italien le petit du neutron. Pauli fait cette hypothèse alors qu'il traverse une crise existentielle très profonde, sa femme l'a quitté, il est devenu un petit peu alcoolique, et il dira que le neutrino est l'enfant fou de la grande crise de sa vie. Et cet enfant fou, le neutrino, sera découvert en 1955 grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain. Les réacteurs nucléaires émettent beaucoup de neutrinos puisque ces désintégrations se produisent en abondance
dans le cœur du réacteur. Donc le neutrino est découvert. Et on a aujourd'hui toutes sortes de questions à son sujet. Est-ce que le neutrino est identique à sa propre antiparticule, par exemple? Et puis il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont faites et qui sont le prétexte à de très nombreuses études théoriques et expérimentales autour de cette particule fantomatique.